L'enregistrement est lancé, ça a dû même s'afficher peut-être chez toi. Donc, Oui, ça vient de s'afficher, effectivement. Eh ben, quand tu veux. Et ben, du coup, bon, comme d'habitude, tout le monde s'en fout, mais je vais quand même mettre ma caméra, voilà. Bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à à peu près, allez, on va prendre large 22 heures s'il y a beaucoup de questions. Et ce soir, on va discuter d'un truc, à vrai dire, que je trouve très intéressant, mais aussi très bizarre parce que, en fait, assez rarement je vois des gens en parler ou des sites poster sur la question ou quoi que ce soit de ce genre, en fait. Et il y a un certain temps, je me suis vraiment posé cette question, comment ça se fait que personne n'en parle et finalement, comment les gens font. Et cette question, c'est comment est-ce qu'on expérimente en deep learning. Alors, quand je dis que personne n'en parle, c'est un bien grand mot, hein, vous allez pouvoir trouver des sujets sur la question, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on compare le champ du deep learning, par exemple, à la chimie, ou ce qu'on appelle le design of experiment, c'est un champ entier de la matière qui est très poussé, qui a des fondements très rigoureux, eh ben, ça paraît un petit peu étrange finalement que en deep learning où il y a tellement d'expérimentations, où les expérimentations ont une nature aussi aléatoire, eh ben, il n'y ait pas un petit peu plus de débat, de discussion de manière fréquente sur la question. Donc voilà, cette présentation, c'est pas la présentation la plus rigoureuse que vous allez voir que je vous ai jamais faite. C'est pas la présentation qui est le plus fondée sur des faits avérés, des articles scientifiques qui ont été cités par d'autres personnes, qui ont été récupérés et réutilisés et revérifiés. Non, c'est plus mes réflexions sur la question que j'ai confrontées à la réalité au fil du temps, au fil de mes propres expériences, et que j'ai relié au fur et à mesure avec des concepts mathématiques sur lesquels je me suis renseigné, et qui m'avaient l'air pertinents au départ, donc j'ai vérifié si les concepts mathématiques en question étaient bien pertinents ou non. Donc tout ça pour vous dire, hein, c'est un petit peu une espèce de grand disclaimer, d'une certaine manière, pour en arriver au point où je vous dis, ben, tout simplement, si vous vous posez une question, ben, j'aurai peut-être pas la réponse, mais ce sera très certainement intéressant d'y réfléchir et d'en débattre ensemble. Et surtout, si vous voyez des incohérences dans ce que je vais vous dire, eh ben, c'est possible. C'est peut-être pas vous qui avez mal compris, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Donc, n'hésitez pas à le dire si vous voyez ce genre de choses. Je serai très heureux de réfléchir à ma méthode expérimentale avec vous, puisque finalement, eh ben, j'ai pas appris ça dans un bouquin. Hein. C'est du pur et dur. C'est de l'applicatif. Donc bon, commençons. Euh, alors, je vais couper ça. Voilà. Je vais mettre le partage d'écran. Paf. Et paf. Est-ce qu'on peut me confirmer que le partage d'écran est là quand il sera arrivé? C'est bon. C'est bon. Nickel. Nickel. Parfait. Alors, voilà. Donc, la planification d'expérience en machine learning, une approche relativement empirique et un petit peu justifiée par des concepts mathématiques glanés à droite et à gauche. Alors, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais dire que j'ai en gros scindé les choses en deux parties. La première partie qu'on va faire ce soir, ce sera sur la conception de tests. Et la deuxième partie qu'on ne va pas faire ce soir, parce que ce serait beaucoup trop long, c'est la conception de validation. Voilà. Et en gros, ce qu'on appelle design of experiment dans d'autres champs de la science et de l'ingénierie, c'est plus souvent la deuxième partie en réalité. Mais je trouve que ce serait réducteur de considérer que c'est juste la deuxième partie, à savoir comment décide-t-on quelle expérience faire. Puisque finalement, le test, l'évaluation, ça fait partie de l'expérimentation. Et donc, même si c'est un petit peu moins courant, c'est quand même par là que je voulais commencer. Parce que, on va le voir, hein, c'est la boucle extérieure, finalement, du processus du deep learning. Et donc, commencer par l'extérieur pour aller vers l'intérieur, ça me paraît être convenable. Mais là, je parle, et sur fond de ce que je dis, il y a juste un gros sushi sur la slide, et vous vous demandez peut-être ce qu'il fout là. Donc, en gros, j'ai envie de comparer le deep learning à un sushi
pour le temps de, de cette présentation. Alors, c'est peut-être parce que j'aime bien les sushis, hein, je suis un petit peu biaisé, c'est vrai. Mais c'est pas que pour ça non plus. Les sushis, vous voyez, ça a quelque chose de très mystérieux. Moi, ça me fascine un petit peu pour cette raison-là. C'est quelque chose de très simple au final. C'est juste une boule de riz et puis vous avez mis un poisson dessus. Et c'est tout. Et le poisson, même pas cuit, c'est cru, c'est tout le concept. Et pour autant, il y a énormément de moyens de faire des mauvais sushis. D'ailleurs, en Europe, les sushis sont presque mauvais partout. Et donc, on peut finalement se demander, pour quelque chose d'aussi simple, comment se fait-il qu'il y ait tellement de moyens de mettre un bout de poisson cru sur une boule de riz qui donne un mauvais sushi, alors que la façon de faire le sushi qui va transcender vos sens, finalement, ce sera toujours une boule de riz avec un morceau de poisson cru dessus, sauf que celui-là, ce sera le sushi. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour un réseau de neurones. Parce que pour une base de données, pour une base de données donnée, si votre base de données est finie, pour répondre à un problème concernant cette base de données, vous allez toujours avoir une infinité de fonctions. Et à vrai dire, en trouver une, c'est un jeu d'enfant. Si vous avez par exemple une classification sur une base de données finie, un moyen très très simple d'effectuer un algorithme de classification, c'est d'avoir ce qu'on appelle une lookup table, autrement dit d'avoir une association stockée en mémoire qui à chaque élément vous donne son label, et voilà, ça c'est une fonction qui à chaque élément associe le bon label. Ça a 100% d'accuracy, et pourtant c'est de la merde et ça ne sert à rien. Et là, c'est un petit peu la même chose en fait. Le travail de l'ingénieur en deep learning, c'est un peu comme le travail du chef qui fait des sushis. Ça va être de marcher sur cette fine bande un petit peu avec un précipice à droite et un précipice à gauche, où si vous arrivez à faire les bonnes choses, vous allez aboutir à la bonne fonction. Et si vous vous cassez la figure, vous allez juste overfit et votre fonction ne servira à rien. Donc, on va un petit peu se poser cette question finalement au cours de cette présentation. Comment, alors non pas comment faire un bon sushi, ça c'est la deuxième partie, mais comment savoir qu'on a fait un bon sushi. Ça c'est plutôt celle-ci, à savoir concevoir le test. Voilà. Donc cette introduction particulièrement longue étant faite, la première chose qu'on peut se demander, finalement, c'est qu'est-ce qu'une expérience, pour rentrer un petit peu dans le sujet. Parce que bon, pour faire un bon sushi, comme pour faire un bon réseau de neurones, il faut de l'expérience ou des expériences selon le cas. Alors, une expérience, pour définir une expérience, il faut définir deux autres choses avant, ce qui ne va pas me prendre longtemps. C'est un opérateur. J'aime bien ce terme de opérateur parce qu'il est très neutre. Vous voyez, c'est littéralement la personne qui fait les trucs. C'est pas connoté du tout. C'est pas un ingénieur ou un designer ou je sais pas. Non, un opérateur. Ça me paraît bien comme terme. Et puis, il y a aussi un environnement. Alors, un environnement, selon le cas, ça peut être le monde, la planète Terre, l'univers parfois. En l'occurrence, en deep learning, on est un petit peu moins ambitieux. Ça va juste être des données, une base de données. Et puis, qu'est-ce qui est une expérience ? Évidemment, c'est l'interaction entre l'opérateur et l'environnement. Donc, l'interaction entre l'opérateur ici et les données. Alors bon, voilà, pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin. C'est la définition textbook Wikipédia. Ça, c'est toute action ou interaction entre l'opérateur et son environnement. Et à quoi ça sert les expériences ? En général, on va en tirer par un processus qu'on appelle dans la méthode scientifique le processus d'induction, un modèle qui, on l'espère, va être capable d'expliquer les données. Et puis, en sciences comme en deep learning, on fait face à un problème certain qui est que de par l'interaction entre l'opérateur et l'environnement, va s'opérer un biais de sélection sur le modèle, puisqu'on va sélectionner le modèle qui correspond à nos données. Et ça va entraîner le phénomène bien connu de l'overfitting. Alors bon, la théorie scientifique, ayant eu beaucoup de temps pour mûrir et se développer au fil des siècles, a trouvé un petit peu un moyen de contrebalancer ce problème. Et c'est le fait d'utiliser le modèle pour effectuer sur l'environnement des prédictions, mais des prédictions sur des éléments qui sont différents des éléments qui ont permis d'obtenir le modèle. Ça, c'est très important. On ne peut pas faire des prédictions sur la loi qui a permis de trouver le modèle. Sinon, ça rentre dans l'overfitting, finalement. Donc, cette notion d'indépendance, finalement, entre la prédiction qu'on fait
Et les données qui nous ont permis de trouver le modèle, c'est un petit peu cette manière supervisée de s'assurer qu'on fait un bon sushi finalement et qu'on ne tombe pas dans le ravin. Et c'est cette méthode qui nous vient de la méthode scientifique finalement qu'on reprend en machine learning de manière tout à fait naturelle quand on dit que quand on possède une base de données en nombre fini, que je représente ici, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi? Tout simplement, on pourrait mettre de côté une partie des données qu'on va espérer indépendantes du reste, si ce n'est qu'elles sont identiquement distribuées, bien sûr. Et ensuite, plus tard, on pourra revenir sur cette base de données de test qui nous servira à effectuer des prédictions. Et c'est là qu'on saura enfin si, oui ou non, notre modèle a de l'avenir, si c'est un bon sushi finalement. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une présupposition supplémentaire qui va aider un petit peu à rester dans un cadre bien délimité pour la suite de cette présentation. C'est qu'on va supposer que la taille de la base de données est fixe. Autrement dit, on ne va pas recevoir de nouvelles données au fil du temps. Alors certes, il y a pas mal de cas pratiques où vous pourriez recevoir de nouvelles données au fil du temps, mais ça compliquerait un petit peu toutes les choses que je vais dire plus tard, de prendre ça en compte. Donc gardez en tête que tout ça est à prendre, tout ce que je vais vous dire est à prendre avec le bémol que si vous avez un flux de données qui arrive, vous pouvez ça peut vous simplifier la vie dans de grands nombres de cas. Mais nous, on va voir ici le cas le plus embêtant en fait, où on est sur un nombre de données qui ne va pas grossir. Et donc, à partir de là, tous les éléments sont en place pour définir un petit peu le problème qui va nous servir de fil rouge au fil de cette présentation et que j'ai renommé du nom joyeux de problème bon ben tant pis. Alors, qu'est-ce que c'est le problème bon ben tant pis? En fait, c'est un problème qui vient naturellement du fait qu'on a besoin d'une indépendance des données de test avec le processus qui a servi à mener au modèle. Donc je m'explique. Donc on considère la base de données dont on a enlevé la base de données de test. On met tout ça dans une grosse machine qui est notre processus d'entraînement ou notre processus de réflexion qui nous mène vers le modèle. Donc ça nous donne un modèle en sortie. Donc on a notre modèle, on est content. On n'a plus qu'à utiliser les données de test pour l'évaluer. Voilà. Donc on envoie nos données de test dans le processus d'évaluation. Ça nous donne des résultats. Et puis là, on est très content. On a nos résultats. Et c'est là qu'on fait face au problème bon ben tant pis. C'est-à-dire que si les résultats, on est content des résultats, c'est cool, on peut publier notre modèle, c'est chouette. Par contre, si on n'est pas content des résultats, qu'est-ce qu'on fait? Si on y réfléchit assez rapidement, on peut se dire, écoute, on n'est pas très content des résultats, on n'a qu'à continuer de l'expérimenter, on trouvera mieux. Mais c'est là qu'est le problème. Si sur base de vos résultats, vous continuez l'expérimentation, ça veut dire que d'une certaine manière, les données de test ont influencé le processus qui mène au modèle. Et donc, votre base de données de test n'est plus tout à fait indépendante. Et par conséquent, ces résultats, c'est un petit peu des résultats finaux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois que vous les voyez, vous ne pourrez plus jamais retester sur la même base de données. La base de données de test, c'est l'évaluation ultime. Si après, vous voulez réutiliser ces données-là pour tester, vous n'êtes plus tout à fait face à une évaluation non biaisée. Et donc, si vous constatez des résultats qui ne vous conviennent pas à la fin d'un test, tout ce qui vous reste à dire, c'est un petit peu tant pis. Voilà. Et c'est de là qu'on part un petit peu. C'est de cette question un petit peu étrange où en fait, on se rend compte que si on veut faire un test non biaisé, on peut pas l'utiliser deux fois. Et c'est plutôt embêtant. Donc bon, on va répondre à cette question au fur et à mesure qu'on avance. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie d'étudier un petit peu les différents types de problèmes. Parce qu'en fonction à chaque problème, sa solution, je le dis et je le répète à chacune de mes présentations presque, la base du deep learning, c'est le problème. On voit souvent la base du deep learning, c'est les données. Moi, je suis en profond désaccord avec ça. Pour moi, la base du deep learning, c'est le problème. Et donc, on va voir un petit peu en fonction du problème, comment est-ce qu'on peut s'adapter pour concevoir un test qui nous laisse pas trop à la merci du problème du bon ben tant pis et qui nous permette aussi de donner le genre de garantie dont on a besoin. Donc, je vais distinguer 4 types de problèmes. En réalité, on verra qu'il n'y en aura que 3 parce qu'il y a l'un des 4 qui n'adviendra quasiment jamais. Et ces types de problèmes, je vais les distinguer par rapport à 2 critères. Le premier critère, c'est le type d'objectif.
Alors un objectif, il peut être absolu, c'est-à-dire qu'on va vous choisir une métrique donnée, par exemple la précision, hein, l'accuracy, et on va vous dire, vous devez faire mieux que tant d'accuracy. Par exemple, parce que le state of the art, c'est tant d'accuracy, donc si vous voulez publier votre article, vous devez faire mieux. Ou alors, le minimum vital qu'on vous demande, c'est, je sais pas, mais on veut absolument avoir plus de 75%, donc on vous dit, si vous faites en dessous de 75%, ça va pas. Ça, c'est l'objectif absolu, déterminé, quantitatif, comment que vous voulez l'appeler. Et puis, le deuxième type d'objectif que je vais définir, c'est l'objectif relatif. Autrement dit, vous n'avez pas strictement de métrique ou du moins d'objectif quantitatif sur une métrique. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est faites du mieux que vous pouvez. Alors ça, à première vue, ça peut paraître un petit peu étrange. On peut se demander dans quel genre de circonstances on peut être face à un objectif relatif. Vous verrez, je vais y venir quand j'expliquerai ce genre de problème. Mais donc ici, l'objectif relatif, c'est vraiment l'idée de se comparer à soi-même et de faire le mieux qu'on peut. Et quand on estime qu'on a fait au mieux, ben, on s'arrête. Alors après, le deuxième critère sur lequel je vais séparer les types de problèmes, c'est le risque. Hein, donc on va considérer des problèmes au risque faible et des problèmes à risque élevé. Qu'est-ce que j'entends par le risque, hein? C'est quand le fait que le fait que vous soyez trompé dans votre procédure d'évaluation entraîne un risque. Hein, donc par exemple, si on vous demande par exemple de designer une voiture autonome et qu'on vous dit, ben voilà, ce module-là, il doit pas entraîner un problème plus de 1% du temps parce que sinon vous allez écraser trop de piétons. Bah, si vous faites votre test, que vous voyez que votre module est 99% fiable et qu'en fait vous êtes trompé parce que votre test n'était pas rigoureux et qu'en fait il est 97% fiable, bah, vous allez tuer des gens. Et ça, c'est pas cool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un risque élevé. Risque faible, c'est tous les autres, donc c'est la plupart des cas que vous allez voir, mais c'est quand même important, je pense, en tant qu'ingénieur, de savoir comment traiter des problèmes à risque élevé, parce que c'est sur nous, finalement, que tombe cette responsabilité. Alors, rapidement, pour voir le genre de problème qu'on peut trouver dans chacune des cases, hein, la plupart des problèmes académiques et la plupart des problèmes de recherche, hein, tant qu'on n'est pas dans des domaines particuliers, ça va être des risques faibles avec objectif absolu, à savoir il faut battre l'état de l'art et l'idée, c'est que si on se trompe, bah, c'est pas grave, on n'aura pas de citation, hein, mais ça va pas tuer des gens, dans la plupart des domaines en tout cas. Pour un objectif absolu à risque élevé, eh ben, il va falloir être capable de garantir des performances minimales. Hein. C'était un petit peu l'idée de ce que je vous disais, où on veut au moins 99% sur un module, par exemple. Pourquoi pas. Ensuite, en termes d'objectifs relatifs avec un risque faible, on reviendra là-dessus, je vous ai dit, mais très rapidement, on peut imaginer qu'une situation où l'objectif ce soit d'obtenir une meilleure alternative à un algorithme qui existe déjà, qui est déjà suffisant, mais qui est très mauvais. Hein. Par exemple, si vous partez d'une situation où il y a un algorithme qui, en gros, est une baseline aléatoire, donc vous savez que vous allez pouvoir faire mieux qu'une baseline aléatoire et que la baseline aléatoire est déjà suffisante, mais que vous pourriez gagner en performance en l'améliorant, ben là, vous êtes dans un cas où vous avez un objectif relatif et un risque faible. Et enfin, objectif relatif et risque élevé, c'est la case qui n'existe pas vraiment, puisque en soi, la plupart du temps, qui dit risque élevé dit analyse des risques, dit évaluation des risques, et qui dit évaluation des risques dit que la plupart du temps, vous allez pouvoir être capable de déterminer une performance minimale que vous allez devoir garantir, sinon les risques seront plus élevés que ce qu'on peut se permettre d'avoir. Hein, donc finalement, cette dernière case en bas à droite, on va parler un petit peu de certaines solutions qui pourraient on va parler en fait de certains problèmes que l'existence théorique de ce type de problème pose, mais c'est probablement pas quelque chose que vous allez voir dans la pratique. Ok, alors du coup, le reste de cette présentation va consister tout simplement à passer en revue chacune des 4 cases et à voir un petit peu comment on traite ce type de problème. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien juste m'arrêter là pour voir s'il y a des questions jusqu'ici, parce que comme ça, si on est bon jusque-là, on peut partir sur des bases solides. Donc, je vous écoute. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade? Pour moi, c'est clair en tout cas. Oui, bah, il semblerait que les autres soient de ton avis. Hein. Apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, c'est très bien. On va pouvoir continuer. Alors,
on va commencer par le premier type de problème, les problèmes à risque faible et objectifs quantifiables. Donc, objectifs quantifiables, c'est ce que j'appelais juste avant les objectifs absolus. Donc, on a une valeur d'une certaine métrique qu'on doit dépasser. Alors, bon, en soi, c'est pas les problèmes les plus intéressants et sur lesquels il y a le plus à dire. Donc, j'en profite un petit peu pour rappeler le concept général de ce qu'est le test parfait et comment on l'approxime, avec quelles présuppositions on l'approxime dans des cas habituels. Donc, en général, on va considérer qu'il y a le monde. Voilà. Le monde, c'est un petit peu comme un gros générateur de samples, hein, de données. Et puis, du coup, comme c'est le monde le générateur, le monde, c'est un petit peu ce qu'on appelle la distribution. C'est la distribution des données que j'appelle ici P. Et puis, si on considère cette distribution P, qui peut en théorie générer un nombre infini d'exemples, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche? Quel est notre problème? C'est de trouver une fonction f qui est donc notre réseau de neurones si on fait du deep learning ou autre méthode si on fait du machine learning. Et on veut trouver f telle qu'on minimise l'espérance d'une métrique qui va calculer tout simplement le score qu'on a obtenu pour la fonction f sur des échantillons S comme sample, comme échantillon, sachant que nos échantillons S sont pris selon la distribution P de S. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif. Et c'est un petit peu ce qu'on doit tester, hein, finalement, ce qu'on doit calculer pour évaluer notre F, c'est l'espérance pour S pris dans P de S de M de Fs. Voilà. Ça, c'est notre test parfait. Alors bon, évidemment, évaluer des espérances, je ne fais pas ça tous les jours personnellement, et à vrai dire, personne ne le fait, parce qu'on ne peut pas. c'est une intégrale. Les cas où on peut calculer ça, dans la pratique, sont relativement restreints. Et donc, pour éviter ce genre de problème, on va utiliser des petits trucs statistiques. Et ces petits trucs statistiques, c'est très simple. Plutôt que de considérer la distribution P à laquelle on n'a pas vraiment accès, eh bien, on va considérer un échantillonnage de cette distribution P. Autrement dit, on va utiliser une méthode d'échantillonnage qui va passer de P à P chapeau. Hein, en gros, la méthode d'échantillonnage, c'est quoi? C'est la collecte des données. Et cette collecte des données va nous donner tout un gros tas de données finies et fixes, telles qu'on les a définies auparavant. Alors, ce gros tas de données, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on va pouvoir transformer notre espérance en un estimateur de l'espérance qui est la moyenne. Voilà. Donc, la moyenne, on passe cette fois-ci à 1 sur K de la somme sur K des M, F, SI avec les SI qui sont pris dans P chapeau de S. Voilà. Donc, c'est la même chose que juste avant, sauf que maintenant, on a juste un estimateur statistique qui nous estime l'espérance et qui est, on le dit, d'autant plus précis que K est grand et dont la variance diminue, hein, encore une fois, quand K est grand et qui est non biaisé. Alors, tout ça, c'est vrai, ce que je vous ai dit, mais c'est vrai s'il y a un si. C'est vrai si les éléments de la base de données sont indépendants et identiquement distribués. Okay. Donc, l'indépendance, c'est parfois difficile à garantir. Hein. Faut y faire attention, faut s'en rappeler. Il y a souvent des processus de collecte qui ne garantissent pas l'indépendance. Il faut essayer de garder ça un petit peu en tête parce que tout est fondé là-dessus. On l'a vu, c'est le premier pas, celui sans lequel on ne peut rien faire. C'est réussir à transformer l'espérance en un truc un petit peu plus maniable. Et donc, quand on n'a pas cette indépendance, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Alors donc bon, maintenant qu'on a trouvé ça, on peut facilement de ces données prendre une portion des données pour en faire la base de données de test. Base de données de test qu'on espère toujours présenter les mêmes propriétés que la base de données totale, à savoir que on espère qu'elle sera suffisamment grande pour approximer l'espérance et que les éléments qui sont à l'intérieur seront indépendants. Et si on a ça, on a comme dans un processus d'échantillonnage classique, hein, que la moyenne va tendre vers l'espérance, hein, c'est la loi des grands nombres. Plus vous allez avoir d'échantillons, hein, comme par exemple ici, si j'échantillonne une loi, vous allez tendre vers une belle gaussienne. Voilà. Donc, tout ça, c'est classique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire finalement de notre donnée de test, hein? Notre donnée de test, on peut voir ça comme plein d'échantillons. On va tous les faire passer dans notre réseau de neurones une fois qu'il sera entraîné, ou bien dans notre méthode de machine learning quelconque. Ça va nous donner tout un tas de résultats que je vais noter ici, R1, R2, R3, R4, R5, R6.
Et puis, tous ces résultats, cet ensemble de résultats, dont les résultats sont aussi indépendants et identiquement distribués, puisqu'ils sont passés à travers un processus qui ne va pas créer de dépendance, en tout cas la plupart des réseaux de neurones ne le font pas, et ils étaient indépendants au départ. Et à partir de tout ça, on peut calculer par exemple la moyenne. Voilà, ça c'est ce qu'on avait dit ici. Et puis on peut calculer, pourquoi pas, la variance. Et ça, c'est ce que vous allez voir dans la plupart des articles scientifiques, hein, la très très grande majorité. On va vous donner souvent, tout le temps en fait, la moyenne. Et puis, si vous êtes gentil, vous aurez droit à une variance aussi, hein, de temps à autre, pour vous donner un petit peu quelle est la fiabilité finalement, un indicateur de la stabilité du test qui a mené à la moyenne que l'on rapporte. Donc c'est déjà pas mal, mais on va voir par la suite, il y a moyen de faire carrément mieux. Alors, si on revient un petit peu sur la procédure générale du coup qu'on obtient, hein, on commence par choisir un modèle quelconque qu'on va ensuite entraîner. On va valider ce modèle avec une base de données de validation. Tout ça, c'est ce qui est inclus dans le gros données ici privé de données de test, hein. Je ne détaille pas parce que c'est plutôt le sujet de la partie 2. Ça va nous permettre de boucler de boucler sur la base de données de validation, hein. L'entraînement, c'est une boucle sur la base de données d'entraînement pour optimiser les poids. La validation, boucle sur la base de données de validation pour optimiser les hyperparamètres. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous arrivez au test. Et ce test va vous donner donc une évaluation et puis le modèle que vous aviez déjà. Et là, on revient à notre problème de tout à l'heure, le fameux problème du bon tant pis, et on se demande ce qu'on fait de ce problème. Alors, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dans quelles conditions est-ce qu'on va avoir un test qui nous dit dont on n'est pas satisfait? Parce qu'a priori, si on a testé, c'est qu'on était satisfait sur le test de validation, hein. Et le test de validation, on veut aussi qu'il soit indépendant de l'entraînement. Donc, a priori, la question, c'est un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait avoir un test de validation qui nous satisfait, mais un test de test qui ne nous satisfait pas. J'ai envie un petit peu, avant d'y répondre, de vous poser la question pour voir quelles sont les idées que vous pourriez avoir. Quelles peuvent être les raisons qui peuvent entraîner une différence entre ce qu'on obtient en validation et ce qu'on obtient en test? Je vous écoute. Si les données de test sont très très proches des données d'entraînement et moins des données de validation, on pourrait avoir quelque chose qui serait plus proche des données, enfin un résultat meilleur sur les données de test, et ce serait étonnant. Alors, je suis désolé, malheureusement, on t'entend très mal, peut-être à cause de la connexion. Je ne sais pas si tu peux résoudre le problème, mais là, c'était difficile de comprendre ce que tu voulais dire. Ouais, tu m'entends là? C'est pas fou. Ok, je vais faire à l'écrit. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée en attendant? Je t'entends, oui, mais c'est toujours très très haché et très difficile à comprendre. Une fois, comme malheureusement on a vraiment du mal à comprendre ce que tu dis et que personne d'autre n'a d'idée, je pense que je vais poursuivre. Du coup, Jules, sinon, moi j'ai entendu, du coup je peux peut-être le reformuler. Je pense que toi tu devrais bien m'entendre. ok, ouais. Il a dit que c'était possible d'avoir une différence entre la performance en valide et en test si les données de test ressemblaient beaucoup aux données d'entraînement et pas forcément beaucoup aux données de validation. Si j'ai bien compris ce qu'il avait dit. D'accord. Mais si c'est ça, en l'occurrence, si c'est ça, on devrait s'attendre à avoir du coup un test qui nous donne un résultat très satisfaisant, puisque la base de données d'entraînement, c'est celle sur laquelle
en théorie tout du moins, on a les meilleurs résultats. Donc il y a peu de chances que le test soit peu satisfaisant sur la base de validation et très satisfaisant sur la base de validation, tout en étant peu satisfaisant sur la base de test, si on est dans ce cas de figure. Bon, quoi qu'il en soit, on va continuer. Alors, effectivement, il y avait bien une idée de différence, entre guillemets, entre les distributions des différentes bases de données. Mais l'idée, c'était pas forcément de dire que la base de données de test était particulièrement plus proche de la base de données d'entraînement. C'était tout du moins de dire que la distribution était trop éloignée de la distribution de ces deux bases de données-là. Et du coup, comme elle était trop éloignée, que ce soit dû à la variance parce que peut-être elle était trop petite, ou dû à un problème quand on a divisé les données, ou un problème quand on les a collectées. Dans tous les cas, si on a un problème qui est dû à une différence de distribution entre les bases de données, eh bien, c'est un problème qu'il faut absolument résoudre. Et c'est ça qui est la première chose intéressante dans le fait de constater que, alors qu'on avait un bon score de validation, on a un mauvais score de test, parce que ça nous indique que vraisemblablement, dans notre procédure auparavant, où on a fait des présuppositions qui sont quand même très importantes pour la suite, eh bien, certaines de ces présuppositions sont vraisemblablement invalides. Et ça, c'est un premier élément que va nous indiquer ce test et qui va nous poser problème. Donc, c'est déjà une information très précieuse à avoir. Mais la deuxième possibilité, donc si les distributions, si vous testez tout partout et que vous confirmez que les distributions sont bien identiques, en tout cas qu'il n'y a pas d'erreur de procédure visible, eh bien, il reste une deuxième possibilité, à savoir l'overfitting sur la base de validation. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus précisément à ce qu'est de l'overfitting sur la base de validation, puisque la plupart du temps, quand on parle d'overfitting, on parle d'overfitting sur la base de données d'entraînement. Autrement dit, c'est à ça que sert la validation la plupart du temps dans un entraînement. C'est de voir au fur et à mesure du temps quand l'entraînement se déroule s'il n'y a pas de l'overfitting sur cette base de données d'entraînement, parce que c'est la base d'entraînement qui est vue, entre guillemets, par le réseau de neurones encore et encore et encore et encore et encore. Et c'est sur cette base de données d'entraînement qu'on va essayer d'avoir le plus haut score possible grâce à cet algorithme de rétropropagation du gradient. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a un tel focus, une telle mise au point qui est faite sur la base de données d'entraînement, que, on peut subir en quelque sorte la finitude de cette base de données et on peut avoir une solution après l'entraînement qui n'est plus valide sur la validation. Mais si on y réfléchit, on l'a dit, la boucle d'entraînement, c'est une boucle qui va passer souvent des dizaines, voire des centaines de fois. C'est le nombre d'époques. Mais la boucle de validation, cette boucle-là, finalement, c'est la boucle de sélection du modèle. C'est celle où on va sélectionner des hyperparamètres, tester le modèle, regarder le résultat. Si ça ne va pas, on change les hyperparamètres, on reteste, on regarde le résultat, etc., etc. Cette boucle-là, ici, qui utilise cette fois non plus la rétropropagation du gradient, mais vous, c'est-à-dire votre entendement et la façon dont vous voulez faire évoluer les hyperparamètres en fonction de vos résultats, eh bien, c'est aussi une boucle où vous pourriez être amené à boucler un certain nombre de fois. Et plus vous bouclez, plus vous entraînez un biais de sélection, c'est-à-dire que le choix du modèle, votre solution, votre fonction finale, va devenir de plus en plus biaisé par le contenu précis de la base de données de validation. Et donc, de la même manière que faire cette boucle-là trop longtemps, ça peut entraîner un overfitting sur la base d'entraînement, faire cette boucle-là trop longtemps, ça peut entraîner un overfitting sur la base de validation. Et c'est ça qu'on veut détecter en utilisant le test, qui lui est non biaisé et qui est censé, comme on l'avait dit quand on parlait du problème du bon main tant pis, n'être utilisé qu'une seule fois. Du coup, quand on constate un overfitting sur la base de validation, qu'est-ce qu'on fait ? Comme l'indique cette petite flèche en pointillé, étant donné qu'on est en présence d'un risque faible,
on peut peut-être, dans ce cas-là, ignorer le problème du bon ben tant pis, garder conscience, finalement, qu'on est en train de biaiser très légèrement notre test, mais se dire que si on fait une ou deux boucles, dans cette boucle-là, eh bien, il y a peu de chances qu'on biaise fondamentalement notre réseau de neurones sur notre base de données de test, et par conséquent, les informations qui vont être transmises du test vers le modèle, qui sont des informations qui normalement, rigoureusement parlant, ne doivent pas passer par là, eh bien, ces informations devraient rester raisonnables. Et par conséquent, quand on est en présence d'un risque faible, la plupart du temps, on va boucler sur la base de test. C'est quelque chose qu'on va s'autoriser, et c'est d'ailleurs une pratique relativement courante. Que les gens qui travaillent sur ImageNet, quand ils testent sur la base de données de test d'ImageNet, ils sont en général pas en train de se dire que si leur test foire, ils vont s'arrêter là et abandonner leur recherche. Donc en général, pour ce qui est de ces risques faibles, le consensus est généralement qu'on peut boucler un certain nombre de fois sans trop biaiser son test. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va passer au deuxième type de problème. S'il n'y a pas de questions, s'il y a quelqu'un qui se pose une question là maintenant, vous pouvez prendre la parole là tout de suite. Ça va, de toute façon, on pourra revenir sur plus de questions à la fin s'il y en a. Et on va passer donc sur exactement le même type de problème en termes d'objectifs, toujours objectif quantifiable, on reste là-dessus, mais cette fois-ci, on va considérer un risque fort. Pour un risque fort, ça veut dire que ce que je vous disais tout à l'heure, où on donne la plupart du temps la moyenne sur les éléments de test, je vous les remets, voilà, ils sont là. Quand on donne la plupart du temps la moyenne là-dessus, et de temps à autre la variance si on est gentil, là, ça suffit plus. Parce que si le test n'est pas fiable, eh bien, vous prenez un risque. En tant qu'ingénieur, si vous essayez de résoudre un problème à risque fort, vous engagez votre responsabilité et par conséquent, vous devez aller plus loin que juste proposer les résultats de votre test. Vous devez vous devez évaluer la fiabilité de votre test. Autrement dit, dire, si j'ai obtenu 100% d'accuracy, est-ce que c'était parce que j'ai utilisé un seul élément dans la base de données de test et le réseau l'a correctement classifié, j'étais donc content. Voilà, ce genre de test de fiabilité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est là qu'on va voir, on va utiliser enfin un petit truc que vous avez normalement tous vu en première année, même les premières années, je crois, l'ont déjà vu. C'est-à-dire que on va utiliser le fait que ces éléments-là sont des variables indépendantes et identiquement distribuées. Ce sont aussi accessoirement des variables aléatoires, puisqu'on avait vu que c'était des échantillons qui sont des réalisations de la distribution du monde. Donc, vous pouvez considérer que ces petits R1, R2, R3, en fait, c'est comme si vous aviez pris votre monde, vous aviez échantillonné un truc aléatoire qui sort de votre monde, vous l'envoyez dans votre réseau, paf, vous le récupérez, et c'est ça qui sort. Donc, ce sont bien des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Et peut-être que ça vous parle, ça vous rappelle quelque chose du fin fond de votre mémoire, puisque c'est ce dont on a besoin pour pouvoir appliquer le théorème central limite. Donc, il s'écrit comme ceci. Alors, il y a beaucoup de chiffres qu'on n'a pas, il y a beaucoup de lettres qu'on n'a pas expliquées, donc j'explique ça très vite. Alors, tout d'abord, Sn ici, c'est la somme des RI. Donc, c'est la somme R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 plus R6. N, c'est le nombre d'éléments dans la base de données. Donc, ici, 6. Mu, c'est la moyenne de la base de données. Sigma, c'est la variance de la base de données. N, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est la loi normale centrée réduite. Alors, ça n'a l'air de rien, ce truc-là. Au passage, ce tend vers, ça veut dire que ça converge en loi vers ça quand n tend vers plus l'infini. On revient sur ça tout à l'heure. Ça n'a l'air de rien, ce truc-là, mais en fait, c'est absolument incroyable. En fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on a une somme de variables aléatoires qui suivent n'importe quelle distribution, on se fiche de la distribution des variables aléatoires, il faut juste qu'elles soient identiquement distribuées, eh bien, il suffit de connaître la moyenne et la variance de ce truc-là pour connaître la distribution de la somme. Voilà. Et ça va nous servir à faire des trucs super, puisque cette distribution, la loi normale centrée réduite, on la connaît très bien. Et notamment, la connaître très bien, ça veut dire que extrêmement facilement, avec des outils qu'on peut trouver et utiliser en une question de minutes,
eh bien, on va être capable de pouvoir dire, par exemple, eh bien, quelle est la probabilité que l'espérance de ce truc-là soit supérieure à une certaine valeur. Hein, cette probabilité, donc l'air sous la courbe, voilà, plus une certaine valeur qui est ici, pouf, ça on va pouvoir trouver. Et ça, c'est très intéressant en science parce que c'est ce qu'on appelle une p-value. P-value, c'est ce que beaucoup de papiers scientifiques utilisent pour apporter du poids à leurs résultats. C'est un petit peu une mesure de la fiabilité du test qu'ils effectuent. Et puis, on n'a pas que la p-value, hein, on peut faire à peu près ce qu'on veut, vu qu'on a accès à la formule de la distribution. On peut faire un intervalle de confiance. Autrement dit, on peut dire, eh bien, pour un tel intervalle donné, eh bien, je connais la probabilité que l'espérance réelle de mon test soit dans cet intervalle. Et ça, c'est très bien. Alors, c'est notamment ce sur quoi on va s'intéresser là maintenant. Hein. Cet intervalle, en l'occurrence, il s'écrit comme ça. Donc, RI bar, ici, c'est la moyenne des RI qu'on a ici. La variance de RI, je l'ai écrit var de RI. Racine de n, c'est toujours ce qu'il y a là. Et le petit z ici, hein, moins z plus z, c'est tout simplement les valeurs qu'on a ici. Hein. Donc, pour obtenir ça, c'est très facile, en fait. C'est juste qu'on sait que ça, c'est entre moins z et z, pour qu'on ait une probabilité de k%. Donc, ça a une probabilité de k%, ce truc-là, d'être entre moins z et z. Et donc, si vous passez tous ces termes-là de l'autre côté, en fait, ça vous donne ça, hein, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas sorcier du tout. Ça découle directement de ça. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cet intervalle, hein? Donc, on l'a dit, ça nous dit que, en fait, l'espérance de R, de ce truc-là, ce truc qu'on essayait d'approcher avec notre moyenne, hein, eh bien, finalement, on peut s'intéresser à la probabilité que ce soit dans cet intervalle, donc entre cette valeur et cette valeur. Et donc, on va dire que la probabilité que l'espérance soit entre cette valeur et cette valeur, eh bien, c'est k%. Puis, il ne faut pas oublier, évidemment, que tout ça, c'est valable quand n tend vers plus l'infini, et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, eh bien, c'est k%. Voilà. Donc ça, c'est le résultat. Bon, la formule complète, elle est un petit peu grosse et lourde, mais je pense que vous voyez un petit peu le cheminement de pensée qui nous amène là. Ça nous amène à dire finalement que cette valeur de l'espérance, qui finalement était quelque chose au départ de très abstrait et qui nous paraissait très lointain, eh bien, ici, on peut donner une borne inférieure et une borne supérieure avec une certaine confiance. Et ça, c'est déjà très intéressant, puisque cette confiance, ça va justement être ce qui va nous donner une indication très forte sur la fiabilité du test que l'on a effectué. On voit entre autres que plus la variance de notre test est forte et plus l'intervalle va être large, hein, donc autrement dit, on est peu confiant si la variance est forte, logique, et plus n est grand, et plus on va être confiant, parce que forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans notre base de test, et donc on a plus lieu d'être confiant. Alors bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance asymptotique, parce que c'est valable quand n tend vers plus l'infini. Je vous rassure, dans la pratique, on a des petites ruses, on va dire, statistiques, qui permettent la plupart du temps de réussir à considérer qu'on est dans un cas où on peut dire que n est grand. Voilà. Alors donc là, on a vu comment faire pour, avec un test donné, pouvoir donner des intervalles de confiance, ce qui est très pratique. Mais si on revient un petit peu et qu'on s'intéresse à la question du bon ben tant pis dont on parlait au début, sur la slide précédente, je vous ai dit qu'on pouvait ignorer ce problème. Là, vous vous doutez que ce coup-ci, le risque est fort, donc on ne veut plus de biais. Donc, j'ai envie de vous proposer une petite idée, une méthode qu'on peut utiliser pour contourner ce problème. Donc, comme d'habitude, on est toujours sur notre modèle qui s'entraîne, et puis on a notre boucle de validation, on a notre test, on a notre évaluation plus notre modèle. Et puis, imaginons que on veut surtout pas se retrouver dans le cas où on n'est pas satisfait de ça. Parce que si on n'est pas satisfait, on a vu que boucler, qui était la solution précédente, on ne peut plus l'accepter. Eh bien, finalement, c'est relativement simple. Si on veut pouvoir boucler ici, il suffit d'avoir encore un test après. Et du coup, si vous vous retrouvez dans un cas où vous avez suffisamment d'éléments dans votre base de données complète, ce que vous êtes raisonnablement en droit d'espérer si on vous demande de résoudre un problème dont le risque est fort, si le problème a un risque très fort, eh bien, naturellement, ça veut dire que l'entreprise qui vous engage a plus intérêt à dépenser de l'argent pour
pour éviter ce risque. Et par conséquent, vous pourriez vous retrouver avec des bases de données qui sont de taille suffisante pour pouvoir écarter une deuxième base de données de test. Ça vous permettra de boucler ici, parce que vous avez un test non biaisé tout à la fin. Et vous vous doutez bien que si tout à l'heure, on s'imaginait qu'avec deux ou trois boucles, parce que bon, une boucle de validation, ça prend du temps déjà. Donc faire plusieurs boucles de test, ça prendrait énormément de temps. Vraisemblablement, le risque est très très faible que vous constatiez une différence de distribution significative entre test et test 2. Et par conséquent, le risque est extrêmement faible en utilisant ça que vous soyez insatisfait du test 2 après que vous ayez constaté que votre test 1 était satisfaisant. Si toutefois vous deviez être insatisfait du test 2, et ben ma foi, vous êtes à nouveau dans le problème du bon bain tant pis, et là faut assumer et faut demander à votre employeur de vous donner plus de données, voilà, parce que vous êtes bloqué. Et puis sur tout ça, du coup le test 1, on pourrait techniquement l'appeler validation 2, c'est juste un problème de sémantique, on s'en fout. Sur tout ça, vous pouvez évidemment donner des intervalles de confiance à chaque fois pour vous assurer que toutes ces évaluations successives sont bien des évaluations qui sont fiables et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour délivrer votre jugement. Ok. Est-ce qu'on a des questions ici sur cette slide sur comment gérer des risques élevés en ingénierie et en deep learning plus précisément? Est-ce qu'il y a des questions? Il semblerait que j'ai été particulièrement clair. On va donc continuer, et puis il y aura peut-être des questions à la fin, d'ici à ce que les connaissances se reposent un petit peu dans le fond de la tête. Alors, on va enchaîner on va revenir sur un risque faible cette fois-ci, et on va considérer cet objectif de type indéfini, tel que je l'appelais tout à l'heure, où on avait dit, c'est un petit peu ce type d'objectif étrange où on ne se mesure qu'à nous-mêmes et on n'a pas spécialement d'objectif fixé quantitatif qu'on doit dépasser. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que je détaillerais des cas pratiques où on est dans ces cas-là. Et j'ai pas menti, hein, ce sera sur cette slide. Mais je vais vous demander de patienter un tout petit peu plus, parce que d'abord, j'ai envie de parler, avant de voir dans quel genre de cas on peut faire ça, j'ai envie de parler de la méthode que je propose d'employer pour certains de ces genres de cas. Alors, on est dans un cas où on n'est pas intéressé finalement en une certaine démonstration qu'on a fait mieux qu'une certaine valeur. Et par conséquent, finalement, l'évaluation qu'on a à la fin, certes, elle nous fait plaisir, on est content d'avoir une évaluation et de savoir combien notre modèle, de quoi notre modèle est capable, mais c'est un peu plus pour notre bonheur personnel que dans l'absolu, parce que notre objectif, il est défini comme étant non défini. Et par conséquent, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et du coup, il n'y a qu'un pas pour aller jusqu'à dire que peut-être on n'aurait pas besoin du test. Et voilà, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, c'est de voir que, pour cette slide-là bien précise, c'est de voir que peut-être, éventuellement, j'aimerais soulever l'idée que dans certains cas, on n'ait pas besoin de base de données de test. Alors ça peut peut-être en choquer certains, et d'ailleurs j'admets que j'ai été moi-même choqué quand j'ai eu l'idée la première fois, mais j'y ai pas mal réfléchi et je me dis que ça a relativement du sens. Donc laissez-moi vous présenter quelques arguments. Alors, on va commencer par les contre-arguments, parce qu'évidemment il y a des problèmes à pas avoir de test, même si on ne veut pas garantir qu'on est au-dessus d'une certaine quantité. On avait vu sur la première slide que c'était très utile d'avoir un test pour vérifier si les distributions sont potentiellement non identiques entre la base de test et le reste de la base de données. Ça sert à détecter des erreurs de processus ou des erreurs de collecte des données, et avoir des indicateurs pour détecter ce genre de problème, ça peut être utile. Et aussi, on peut, grâce à ça, détecter des éventuels overfitting sur la base de données de validation. Voilà, ce qui est aussi relativement pratique. Mais pourquoi est-ce que je pense que ces deux indicateurs, on peut dans certains cas s'en passer? Eh bien, déjà, première chose, parce que si vous utilisez certains types d'approches dans la boucle de validation, vous pouvez raisonnablement espérer qu'il y aura peu d'overfitting, et notamment tous les types d'approches qui sont de type
grid search ou une recherche exhaustive de l'espace des hyperparamètres, vous allez être très sensible à l'overfitting parce qu'il n'y aura pas de raison particulière à aller dans une direction ou une autre. Vous allez juste essayer de trouver bêtement et aveuglément les hyperparamètres qui fonctionnent le mieux. Donc là, vous êtes très sensible évidemment à l'overfitting. Par contre, si vous avez une démarche un petit peu plus intuitive, si vous essayez de modifier des hyperparamètres parce que ça a du sens dans le contexte de votre problème, en gros, si vous utilisez votre tête, eh bien, certes, peut-être que ça ne va pas marcher, parce que des fois, et même souvent, les réseaux de neurones ne suivent pas les intuitions, mais au moins, vous avez beaucoup moins de chances de faire face à l'overfitting, puisque vos modifications que vous apportez à votre réseau sont motivées par des informations extérieures que vous utilisez, que vous possédez sur le problème, et par conséquent, ce sont des informations qui sont généralisables au reste, ou à la totalité du problème. Et donc, dans ces cas-là, on peut se passer, éventuellement, on peut se dire en tout cas qu'on peut potentiellement se passer de cette information, et pour ça, il suffit de vérifier à la main, et évidemment, quand on vérifie à la main si le processus était correct, on peut se tromper, et même on va laisser échapper des choses, c'est une certitude, mais c'est déjà mieux que de ne pas vérifier du tout. Alors bon, tout ça évidemment, c'est juste des arguments pour dire que dans certains cas, éventuellement, on peut envisager le fait qu'on pourrait s'en passer. Mais maintenant, je vais mettre dans la balance autre chose de l'autre côté, à savoir les situations où c'est clairement un bénéfice d'être capable de se passer de base de données de test, et où les quelques problèmes éventuels à ne pas disposer de ces indicateurs vont être totalement équilibrés par les bénéfices qu'on va retirer au fait de ne pas avoir de base de données de test. Donc voilà, pas de base de données de test, on a vu. Maintenant, du coup, quelles sont les situations dans lesquelles il est bénéfique de ne pas avoir de base de données de test? Alors, d'abord, je vais parler d'une situation où c'est possible de ne pas avoir de base de données de test, et ensuite, je vais parler de cette situation où ce sera bénéfique. Alors, la situation où c'est possible et où on va voir que ça n'a littéralement aucun impact si vous avez une base de données de test ou non, c'est quand le modèle que vous designez a pour objectif d'être utilisé sous forme de méthode de rattrapage d'une autre méthode. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Imaginons qu'on ait ce pipeline ici, où vous avez des données en entrée, vous voulez des résultats, et pour obtenir ces résultats, vous passez par l'intermédiaire d'un processus qu'on va appeler le processus A. Ce processus A, il sait déjà résoudre ce problème. Bon, évidemment, il n'est pas parfait, il a une certaine performance qui est mesurable, il a un certain coût qui est mesurable également, mais il est suffisant. En l'occurrence, dans le contexte, si vous êtes dans un contexte industriel, eh bien, il sert à faire tourner l'industrie que vous considérez. Il sert à faire tourner, il fait tourner l'entreprise, il fonctionne. Voilà. Évidemment, vous pourriez augmenter les performances. Évidemment, vous pourriez réduire les coûts. Mais ce qu'il y a là, ça marche. Et puis, il se trouve que vous, ce que vous aimeriez bien faire, c'est, vous vous dites, le processus, il est bien, on veut le garder parce qu'il est stable, il est fiable, il a fait ses preuves. Mais on se dit que si on préprocessait un petit peu les données avec un modèle, par exemple, eh bien, ça nous permettrait de réduire significativement les coûts ou d'augmenter significativement la performance. Donc, ça pourrait être, par exemple, le processus A, on pourrait imaginer qu'il est constitué de 2 étapes, 2 modules, puis on remplacerait le premier module par ça, par exemple. Ou alors, juste, on préprocesserait les données pour envoyer un truc qui avait fait plus de sens là-dedans. On peut imaginer plein de situations possibles. Mais on voit bien que dans ce cas-là, le truc de départ, les données brutes qui rentraient dans le processus A, d'une certaine manière, on ne peut pas vraiment faire pire que ça. C'est assez difficile d'imaginer qu'on puisse faire pire que rien du tout. Et donc, le modèle qu'on va donner en entrée du processus A, finalement, soit il va n'avoir aucun impact sur le coût et la performance du processus A, soit il va l'améliorer. Et on est donc bien dans une situation où finalement, on se fiche que peut-être votre base de données de validation est overfitée, parce qu'au pire, si vous avez un énorme overfit, votre modèle va juste ne rien faire, et le processus A continuera d'avoir le même coût et la même performance. Par contre, plus vous allez avoir de bonnes capacités dans votre modèle, de bonnes performances dans votre modèle, et plus vous allez réduire le coût et augmenter la performance du processus A. Donc on est bien, on le voit ici, dans une situation pratique qui est
laissez-moi vous donner mon avis personnel qui est très courante dans les entreprises. Où vous êtes seulement en bataille contre vous-même, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, et quel que soit le modèle que vous êtes capable de faire, ça aidera l'entreprise, ou alors ça ne servira à rien. Alors évidemment, vous voulez éviter que ça ne serve complètement à rien, parce que l'entreprise vous a quand même payé, donc elle a dépensé des ressources, et donc vous espérez qu'elle retirera quelque chose de ces ressources dépensées, mais techniquement, pour son process, elle n'a pas besoin que vous garantissiez des résultats. Voilà. Alors, juste comme ça, un type de processus A très courant, c'est l'être humain tout simplement. L'être humain qui a un coût très élevé et une performance également très élevée, et qui est capable d'apprendre des tâches avec une efficacité remarquable et de les effectuer extrêmement bien par la suite. Par contre, un coût élevé, c'est-à-dire qu'un être humain sur certaines tâches, c'est particulièrement lent et c'est particulièrement coûteux, normal. Puis un être humain, en plus, ça veut être heureux, tout un tas de trucs chiants comme ça. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faut bien que les êtres humains soient heureux. Du coup, typiquement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a des professionnels en modélisation 3D. Et puis, on est obligé de demander à ces professionnels en modélisation 3D de faire de la segmentation d'images certaines fois, parce qu'on n'a pas d'assez bons modèles pour le faire. Et il se trouve que ces professionnels de la modélisation 3D, ça les fait chier de faire de la segmentation d'images. Ils n'ont pas plus envie que vous d'en faire. Donc, si on peut les aider en leur donnant un petit modèle avant, qui leur donne un point de départ, même assez mal fait, juste un truc très schématique de à quoi le masque de segmentation va ressembler, et que eux ils ont juste à retoucher ce masque, ça leur permet déjà de gagner énormément de temps sur cette tâche de segmentation qu'ils n'ont pas trop envie de traiter, et ils seront nettement moins coûteux pour la même performance au final. Parce que bon, évidemment, le malheur des employés, c'est aussi un coût, c'est logique. Et donc, on a vu que quand il y avait une méthode de rattrapage, on était bien dans ce cas où il n'y a pas de négatif, on est vraiment dans le cas où le risque est le plus faible possible, il est même inexistant. Et on va voir ici un cas où il est bénéfique de se passer complètement de base de données de test, et c'est évidemment le cas où il y a peu de données, puisque vous vous doutez bien que quand les données sont limitées, devoir séparer la base de données entre 3 bases de données distinctes et indépendantes, et toutes aussi grosses que possible pour que ça ait une certaine valeur statistique, c'est parfois pas possible. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être extrêmement valide de se passer de base de données de test parce qu'on voit qu'on n'en a pas forcément l'utilité, pour augmenter la base de données, par exemple, de validation, et augmenter la fiabilité de la base de données de validation, notamment, puisque dans ce cas-là, on pourra beaucoup plus se fier à ce qu'on voit, et donc les expériences qu'on fera seront beaucoup mieux dirigées, puisqu'on aura un retour sur nos expériences beaucoup plus fiable. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce troisième type de problème. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Il semblerait que non pour l'instant. On arrive vers la fin de l'heure, et ça tombe bien parce qu'on arrive aussi vers la fin de la présentation. J'ai juste à vous présenter ce dernier type de problème, ce que j'ai appelé le risque fort et objectif indéfini. Et on va être tout à fait honnête, on l'avait dit dès le départ, c'est probablement un type de problème qui n'existe pas. C'est-à-dire que, on l'avait dit, je répète l'argument, l'idée c'est que à partir du moment où le risque est fort, ça veut dire qu'on peut faire qu'on peut utiliser une méthode d'évaluation des risques, et par conséquent qu'on peut, la plupart du temps, si on est un tant soit peu sérieux, mettre un chiffre sur la performance que l'on veut que l'on veut au minimum obtenir de notre modèle. Voilà. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens de considérer un objectif indéfini à partir du moment où le risque est fort. Et on a même vu à la slide précédente que l'objectif indéfini était même le plus souvent validé dans le cas pratique par un cas où le risque est inexistant. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a quand même 90% de la slide que j'ai laissé vide? Parce que bon, j'ai calé mon point d'interrogation tout vers la gauche et mon texte tout vers le haut, alors que j'aurais pu mettre tout ça au centre. C'est bien parce que j'ai décidé de vous parler d'un truc. J'ai envie de vous proposer un petit procédé. Je demande votre attention tout de suite parce que quand j'aurai fini de vous proposer ce procédé, je vous demanderai ce que vous en pensez.
je vous poserai la question directement. Donc, préparez-vous mentalement à ce que je vous pose une question. Donc, je vais vous proposer un processus qu'on pourrait envisager utiliser si on était dans ce type de cas. Processus que je vous propose est le suivant. On sait qu'on a besoin d'une base de données de test et qu'on a besoin d'une base de données de test relativement conséquente parce que le risque est fort. Donc, on va prendre nos données de base, on va enlever une base de données de test et on va envoyer tout ça dans l'entraînement. Alors là, pour simplifier, je n'ai pas mis la boucle de validation, mais dans cet entraînement, imaginez-vous qu'il y a la validation et l'entraînement. On teste ensuite sur la base de données de test. On boucle sur la base de données de validation jusqu'à ce que la base de données de validation nous donne un truc dont on soit satisfait. On teste sur la base de données de test. Imaginons qu'on soit satisfait par ce qu'on voit dans la base de données de test. Et là, comme on se retrouve dans un objectif indéfini où le but c'est de faire du mieux qu'on peut, on se dit la chose suivante. Là, j'ai obtenu un modèle qui certes fonctionne, et je sais qu'il fonctionne sur la base de données de test. Je peux démontrer de manière fiable que ça marche, mais je n'ai pas fait de mon mieux parce que je n'ai pas entraîné sur toutes mes données. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la présupposition que si je remets ma base de données de test là-dedans et que je recommence exactement la même procédure que ce que j'ai fait avant, qui avait marché pour la base de données totale privée de la base de données de test, ici, je vais obtenir une procédure qui sera presque la même qu'avant, puisqu'on aura juste rajouté la petite base de données de test au milieu. Est-ce que je ne peux pas présupposer qu'alors, eh bien, le modèle vers lequel je vais converger aura au moins la capacité que j'avais calculée là, voire peut-être plus parce qu'on a rajouté des éléments pour l'entraîner. Et que par conséquent, ce modèle qu'on ne peut pas tester parce qu'on n'a plus d'éléments de test, eh bien, finalement, on l'a un petit peu d'une certaine manière testé ici. Et donc, on a fait de notre mieux d'une part, mais d'autre part, on a aussi plus ou moins vérifié que notre modèle final eh bien, satisferait les conditions qu'on nous a fixées à cause du risque fort. Voilà la procédure que je propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos avis sur cette procédure? Je vous écoute. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui, on t'entend. Ouais, ok, super. J'aurais tendance à dire que dans le cas où tu disais, dans le cas que tu décris, c'est-à-dire avec un risque fort, c'est quand même assez effrayant en fait comme méthode, parce que du coup on dit qu'on a confiance dans le test du modèle qu'on a entraîné avant. Ouais, on a un petit peu l'impression de se jeter dans le vide en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Exactement. Ouais. Et finalement, on voit que, je rebondis un petit peu sur ton idée, j'étends un petit peu, on voit que plus la base de données de test est grande, et plus on va modifier ce qu'on avait là, et donc moins le test qu'on avait fait se révélera fiable sur ce qu'il y aura là. Et ça crée une sorte de paradoxe en fait, ça crée une sorte de compromis plutôt, parce que si on utilise une petite base de données de test, eh bien, ça veut dire que ce qu'on constatait ici en sortie de test, eh bien, on va rajouter que très peu d'éléments là-dedans et donc on devrait obtenir exactement la même chose ici. Donc, le biais de cette procédure sera faible. Autrement dit, la différence en moyenne entre le test qu'on a obtenu ici et le test qu'on obtiendrait ici si on avait plus de données pour tester est faible. Par contre, la variance est très forte puisque la variance sur la base de test est forte puisqu'il y a très peu d'éléments dans la base de test. Et si on a une grande base de données de test, eh bien, cette variance du coup devient très faible. Ça, c'est relativement logique. Par contre, le biais de la procédure entière devient un biais très fort parce que ça veut dire qu'on remet beaucoup d'éléments là-dedans, donc que ce truc-là change significativement et que par conséquent, il y a tout lieu de penser que cet entraînement et donc ce modèle va changer significativement. Et ce compromis, c'est quand même un gros problème parce que on voit qu'il n'y a pas vraiment de réelle solution. Alors, on peut concevoir, on peut s'imaginer que si on pouvait définir la stabilité de cette méthode d'entraînement, ça nous approcherait, ça nous ferait faire un pas de plus vers la solution, parce que si une méthode d'entraînement est très stable,
le fait de remettre des éléments de test dans la base de données, vu que l'entraînement est stable, ça aurait moins d'impact et donc on aurait plus lieu de se dire que cette procédure est valide. Le problème, c'est que être capable de déterminer la stabilité d'un entraînement, c'est pas facile. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que vous avez ouvert un channel sur l'éthique dernièrement sur Automatan et je trouvais ça sympa. Donc, je voulais faire une petite parenthèse sur une méthode d'éthique qui est une méthode qu'on considère pour essayer de garantir la confidentialité des données d'entraînement pour un modèle. En gros, l'idée, c'est que si vous utilisez des données pour entraîner un modèle, en toute logique, votre modèle va dépendre des données qui ont été utilisées pour l'entraîner. Hein. C'est normal. Et donc, ce qu'on ne voudrait pas qu'il soit possible, c'est que, par exemple, en étudiant le modèle qui est entraîné, on puisse remonter aux données qui ont servi à l'entraîner. Ça, ce serait terrible pour la confidentialité de ces données. Et c'est pas des questions qui sortent de nulle part, puisque vous avez peut-être vu passer des articles sur le fait que, notamment sur GPT-3, il a été possible de remonter à des données qui ont servi à entraîner GPT-3. Donc, c'est clairement une question actuelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et il se trouve qu'il y a un champ du deep learning qu'on appelle la confidentialité différentielle, hein, la differential privacy, qui s'intéresse justement à quel point un modèle est stable si on enlève une certaine donnée de la base de données, autrement dit à quel point il est possible de remonter à cette donnée à partir du modèle final. Donc c'était juste pour mentionner que cette idée d'étude de stabilité d'un modèle par rapport aux données qui ont servi à l'entraîner. Il y a un champ d'études en deep learning qui s'intéresse à ces questions et c'est un champ d'études qui a des applications en éthique. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de le dire. Mais donc voilà, revenons à nos moutons. Ici, on est toujours face à cette procédure, on a ce compromis. Et à partir de ce compromis, eh bien, c'est un compromis qui est classique en fait. Parce que ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est un paradoxe classique qui, en général, survient non pas à ce stade, mais au stade de la validation. Parce que la validation, souvent, c'est ce qu'on appelle le moment où on veut sélectionner le modèle, hein, la sélection du modèle. Et le plus souvent, une fois que vous avez sélectionné votre modèle, vous voudriez bien réentraîner le modèle une fois sélectionné avec la totalité des données. Puisque maintenant, vous avez choisi le modèle que vous vouliez. Donc, vous n'avez plus besoin d'une base de données de validation, techniquement. Et ce qui est bien quand on fait ça, ce qui est bien quand on fait ça, c'est qu'en général, il y a la base de données de test derrière qui est là pour rattraper, entre guillemets. Mais il y a le même paradoxe qui survient, hein, ce paradoxe entre petite base de données de test qui entraîne une variance forte et grande base de données de test qui entraîne un biais fort. Et les gens ont trouvé une solution à ça. Cette solution, c'est ce qu'on appelle la cross-validation. Alors, j'ai pas le temps de revenir sur la cross-validation, donc on va espérer que ici vous vous souvenez tous ce que c'est. Hein, on divise en un certain nombre de folds notre base de données, et on va ensuite faire autant d'entraînements qu'il n'y a de folds sur la base de données. Sur chacun de ces entraînements, on va entraîner sur tout sauf et puis tester valider plutôt sur le fold restant. Et à chaque fois, on fait varier le fold qu'on utilise. Voilà. Ça va nous donner à chaque fois une valeur en sortie. On va moyenner tout ça. Ça va nous donner une valeur finale. Voilà. Donc, si j'appelle R1, R2, R3, R4 ici, les résultats de chacun des folds de ma 4 fold cross-validation, voilà ce que ça va donner. Et ce qui est bien avec ça, c'est que le biais diminue. Le biais ici est très faible. Pourquoi ? Parce que on peut se permettre de prendre beaucoup de folds. Et donc, du coup, ça va faire des bases de données de validation qui ont une taille très petite. Et par conséquent, le biais diminue, logique. Et par contre, la variance, c'est un petit peu plus compliqué à concevoir. Alors, il y a certaines personnes qui ont dit que quand le nombre de folds augmentait, la variance augmentait. Et que par conséquent, même si notre biais diminuait, c'était pas fou parce que la variance augmente. Je rentre pas dans les détails parce qu'on n'a plus le temps du tout, mais en réalité, c'est vraisemblablement faux que la variance augmente, que la variance d'une cross-val augmente quand le nombre de folds augmente. C'est un champ de recherche très compliqué qui fait notamment intervenir la stabilité du modèle dont on parlait auparavant. Mais vous pouvez retenir que empiriquement,
il y a des cas relativement rares où effectivement la variance augmente, mais la plupart du temps, la variance va soit rester la même, soit diminuer quand le nombre de folds augmente. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a trouvé une méthode ici dont le biais est faible et dont la variance, a priori, est relativement faible et on a un moyen de la faire diminuer encore plus. Donc ça, c'est vraiment cool, la cross-validation. Le problème, c'est qu'on est en présence d'un risque fort. Et ici, quand on était dans cette procédure-là, on pouvait faire ce dont on avait besoin dans le cas d'un risque fort, à savoir sortir des intervalles de confiance. Donc ici, on aimerait bien aussi sortir un intervalle de confiance. Et on voit qu'on a bien un R1, un R2, un R3, un R4 qui sont identiquement distribués. Donc on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un intervalle de confiance là-dessus? Et là, j'ai un petit peu donné la réponse en ne disant pas quelque chose. C'est malheureusement impossible parce que les RI ne sont pas indépendants. C'est logique si vous y pensez. L'indépendance entre des RI, ça va vous demander que pour chaque RI, RI sachant RK, K différent de I, soit égal à RI sachant rien. Et là, on voit bien que R4, sachant R3, R2, R1, il est uniquement déterminé. Le fold ici, il est uniquement déterminé par tous les folds précédents. Et donc, en fait, il y a une grosse corrélation entre les différents RI. Et c'est là qu'il faut vraiment garder en tête cette idée d'indépendance. Dès que vous utilisez une méthode qui ne garantit plus cette indépendance, les outils statistiques, ou parfois vous imaginez pas comme des outils statistiques, juste l'accuracy, voilà, c'est une moyenne, paf, tous ces outils-là peuvent vous filer entre les doigts et vous donner des résultats qui ne veulent plus dire grand-chose. Voilà. Et donc en l'occurrence, ici, faire un intervalle de confiance sur une cross-validation, eh bien malheureusement, on ne peut pas, voilà, parce que c'est pas indépendant. Et donc, à quoi servait toute cette slide? C'était certainement pas pour apporter des réponses. Là, il y a probablement plus de questions que de réponses dans cette slide. C'était plus pour vous indiquer à quel point on était face à un problème épineux. Et puis pour aussi vous mettre un petit peu sur la piste des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire avec une cross-validation. Voilà. Ça, c'était tout pour risque fort et objectif indéfini. Donc, si on fait un petit récap, très rapide, on a dit que pour un risque faible et un objectif absolu, eh bien, notre test nous donnait une indication sur les performances qu'on a eues, et sur aussi la qualité de la manière dont on a choisi puis séparé nos données. Et donc, c'est relativement intéressant. Un test, ça sert clairement à quelque chose dans ce genre de cas. Et puis, au pire, si on se trompe, c'est pas si grave que ça. Donc, on peut se permettre un certain laxisme. En revanche, apparemment, je l'ai mis dans cet ordre-là, très bien. Donc, toujours en cas de risque faible, si l'objectif est relatif, on a vu qu'il était raisonnable parfois de se dire qu'on pouvait éventuellement se passer de tests. Alors, évidemment, il faut toujours être dans un environnement qu'on contrôle. Quand on fait ça, il faut avoir une forte conscience des différentes modalités du problème pour pouvoir se dire qu'éventuellement, on peut se passer d'une base de données de tests. Mais c'est quand même très intéressant d'être capable de détecter ces situations parce que vous pourriez potentiellement récupérer un grand nombre de données et ça, c'est jamais négligeable. Quand vous êtes dans un risque très élevé avec un objectif absolu, on a vu qu'il devenait excessivement important d'être capable d'évaluer la fiabilité du test que l'on proposait et que d'ailleurs, si on ne le faisait pas, eh bien notre test serait tout simplement inutile. Et donc, une manière qu'on a vue, et il y en a d'autres, de faire ça, c'est de donner un intervalle de confiance sur la mesure que l'on propose. Et enfin, on a vu un dernier cas où on a dit que c'était grossièrement compliqué et que c'était pas forcément facile de trouver des résultats. D'ailleurs, les champs de recherche sur ces questions sont relativement actifs et si vous cherchez des articles sur Internet, vous en trouverez. Voilà. Ceci finit cette espèce de partie 1 où on a parlé du test et on a trituré les tests en long, en large et en travers pour voir un petit peu quels étaient les problèmes et les questions qu'il fallait se poser quand on préparait notre test au début d'un projet. J'espère que plus jamais, après cette présentation, vous ne prendrez votre base de test en prenant 20% de votre base de données sans même la regarder et vous considérerez que c'est bon.
Voilà, parce que je trouve que c'est une ignominie, cordialement. Et pour la partie 2, qui ne se passera évidemment pas ce soir, on parlera donc de la partie sélection de modèles, autrement dit, comment sélectionner les expériences que l'on fait dans la boucle de validation, de sorte à éviter ce problème de l'overfitting sur la base de données de validation dont on a parlé, mais aussi de sorte évidemment à converger vers le meilleur modèle possible et de la manière la plus efficace possible, parce que c'est évidemment très important aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Il y a malheureusement assez peu d'articles dans cette bibliographie, même s'il aurait pu y en avoir, notamment sur la dernière section, où je vous ai dit que la littérature sur la question était relativement active. Si vous voulez des pistes pour réfléchir et pour commencer des recherches sur la question, n'hésitez pas à me contacter. Hein, j'ai quelques liens qui pourraient vous être utiles. Mais voilà, je ne les ai pas mis ici parce que c'était juste, à vrai dire, une petite parenthèse dans cette présentation qui était un petit peu moins utile que le reste. Sur ce, si vous avez des questions sur quoi que ce soit que qu'est-ce que j'ai dit, eh bien, le moment est venu. Je vous écoute. Eh bien, ma foi, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Donc, j'aurais quand même tendance à vous dire, parce que honnêtement, si j'avais vu cette présentation, je pense que j'aurais pas eu de questions non plus. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Ou alors peut-être des points de détail, des petites broutilles, des trucs qui sont pas fondamentalement importants. Mais j'aimerais juste clore cette session en insistant sur l'importance de la démarche qui est derrière cette présentation, à savoir cette démarche personnelle qui je pense est extrêmement importante, qui consiste à dire, eh bien, quand je fais une expérience, pourquoi est-ce que je la fais? Pourquoi je fais comme ça et pas autrement? Pourquoi est-ce qu'en deep learning, on dit qu'il faut une base de test? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement des cas où on pourrait s'en passer si on savait exactement à quoi elle sert et dans quel cas elle est utile? Et de manière générale, au fur et à mesure que vous progressez dans votre vie d'ingénieur, hein, en quelque sorte, je n'en suis moi-même bien évidemment qu'au début, mais c'est ce que j'ai pu constater. Je pense que c'est au fur et à mesure de cette progression que vraiment vous commencerez à développer ce genre de questionnement. Qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Et c'est à ce moment-là, finalement, que viendront les réelles questions à cette présentation. Donc j'espère que vous saurez vous poser les bonnes questions quand vous expérimenterez par la suite et que vous saurez, quand on vous demande est-ce que vous croyez en vos résultats, est-ce que vos résultats sont fiables, j'espère que vous saurez répondre à cette question et que vous saurez montrer à votre employeur finalement que vous ne faites pas des expériences au pif et que vous valez votre salaire. Voilà. Sur ce, j'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous donnera à réfléchir dans les années à venir. Soyons fous, soyons optimistes. Eh ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, à vous dire, je l'espère, à très bientôt, peut-être pour la partie 2, hein, si je me chauffe à faire des slides. Et voilà, merci à tous. Merci à toi. Merci. Merci.